Olivier Riec, directeur de la performance de l'US Carcassonne, se prête au jeu des questions-réponses avec le club de supporters Les Hérétiques. Olivier, bienvenue à Carcassonne et merci de te rendre disponible. Avant de parler rugby, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Olivier Rieg en dehors du terrain? En dehors du terrain, bon, mais j'ai 54 ans. Ça fait 28 ans que je suis dans le milieu du rugby. Et voilà, après on approfondira un peu mon cursus dans le rugby. Et en dehors du terrain, je suis encore un pratiquant assidu sportif. J'ai toujours aimé et toujours baigné dans le sport, de par ma formation universitaire où j'ai une formation au départ de prof de PS et après je me suis orienté sur la préparation physique. Mais là, je fais beaucoup de vélo, donc ça me permet de découvrir les belles régions de l'arrière-pays au doigt. Et voilà, et donc ça fait partie un peu le sport de ma vie professionnelle et personnelle. Euh, Vous venez de l'ASBH. Pouvez-vous nous retracer brièvement votre parcours et ce qui vous a mené à rejoindre l'aventure carcassonnaise? Alors moi j'ai démarré, comme je vous ai dit, il y a quelques années au Biarritz Olympique, de 98 à 2008. Donc ça a été les années fastes où on a gagné 3 Brennus et une finale de Coupe d'Europe. Ensuite je suis parti 2 années à Dax. Suite à ça, j'ai enchaîné pendant pratiquement 15 ans les équipes nationales en fait. Je suis parti sur 8 années avec l'équipe de Roumanie où j'ai fait 2 Coupes du Monde avec la Roumanie. Et là récemment, j'ai fait un mandat de 4 années avec le Portugal pour finir avec la Coupe du Monde en 2023 en France avec le Portugal où l'équipe a vraiment performé. Je pense que tout le monde se souvient de ces images contre les Fidji où on a battu les Fidji, chose qui était assez exceptionnelle et fabuleuse à vivre. Et donc suite à ça, j'ai fait une escapade aussi à l'UBB. Je me suis retrouvé principalement avec le staff de Christophe Furios sur la réathlétisation des joueurs blessés. Parce que là, c'est des staffs étoffés, on était 6 prépas physiques, donc il y avait vraiment du travail pour tout le monde. Et l'an dernier, j'ai fait une année à la SBH pour finalement, sur concours de circonstances, il y a eu un remaniement au niveau de la direction à la SBH. Ils ont pris d'autres options sur le staff. Moi, ils étaient en train de vouloir pour parler, et puis j'ai eu l'opportunité de postuler ici avec Bernard Gouta. L'entretien s'est très bien passé, et tout de suite, je me suis dit, c'est un nouveau challenge qu'il faut que je tente plutôt avec cette équipe, parce que là, on avait vraiment la volonté de travailler avec moi à l'US Carcassonne. Donc voilà, mon choix il a été fait pratiquement en 48 heures, quoi. De professeur de gymnastique, comment passe-t-on responsable de la performance? On se réveille un matin, on se dit je veux changer. Ben non, non, c'est vrai, ça a été un peu voilà, des faits de vie en fait, où j'étais donc prof dans des établissements privés, prof de PS dans le Pays Basque. Et je travaillais déjà dans le rugby, mais de manière bénévole, entre guillemets, voilà, temporaire. C'était le début du professionnalisme dans les années 2000. Et à une intersaison, Serge Blanco m'a convoqué, je me souviens parfaitement encore, dans son bureau à la Thalasso. Il m'a dit, Olivier, là, on est en 2002, on est en 2000, le rugby va passer pro, ça va évoluer. Il m'a dit, moi, je te propose un poste à temps complet. Et, et là, grosse remise en question et grosse décision à prendre. Et je me suis dit, c'est peut-être une ouverture. Enfin, donc j'ai franchi le cap. Je me suis mis d'abord en dispo de l'éducation nationale pour finalement démissionner et puis pour faire la carrière que j'ai fait derrière. Donc j'en vis depuis, c'est mon métier. Bon, maintenant on appelle ça directeur de la performance, mais avant c'était tout simplement préparateur physique dans le milieu pro depuis pratiquement 28 ans, quoi. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet sportif et humain que vous a proposé l'USC? Mais déjà, c'est un club qui était sur une grosse dynamique avec ce titre de champion de France. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose de fabuleux, je pense, à vivre. Pour l'avoir vécu avec un autre club, comme je vous l'ai dit précédemment. Et quand on est dans ces dynamiques de victoire, il y a forcément quelque chose qui se construit. Et Bernard me l'a bien vendu aussi. Et donc, du coup, à travers nos échanges, et après, je me suis renseigné aussi de mon côté, de par les contacts que j'ai dans le rugby, et aussi le fait du hasard, le coach des trois quarts, Meadji, c'est l'histoire, parce que je suis aussi passé par Massy, je ne l'ai pas soulevé tout à l'heure, mais Meadji, je l'ai eu en tant que joueur à Massy.
Omerji, on se connaît depuis 15 ans. Donc, bon, il y a plein de choses qui ont fait, tiens, c'est peut-être l'opportunité. Et quand vous faisiez la Roumanie, vous avez connu Dédé ou pas? Et tout à fait. Ben Alors voilà. après, toute la fratrie roumaine, mais que ce soit Aline Costé, Lionel Badiou, Oursake, même il y a Tonita qui était passé par chez vous aussi. Ce sont des joueurs que j'ai eus en sélection pendant ces 8 années, effectivement. Donc je connaissais un peu de monde. Ouais. Alors, pour nos supporters, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est concrètement un directeur de la performance dans un club de rugby professionnel? Mais c'est un poste qui a évolué en fait. C'est-à-dire que quand moi j'ai démarré dans ce métier, j'ai même démarré tout seul. Après, on s'est assez rapidement retrouvé à deux parce que tout seul gérer 45 ou 50 pros, c'est pas évident. Et après, en fait, il y a eu l'apport de la technologie, une nouvelle méthodologie avec notamment ces GPS. Et donc, en fait, il y a des profils qui se sont spécialisés dans ce métier. Et donc, un peu, maintenant, le rôle de directeur de la performance, c'est gérer à l'intérieur du staff sportif le petit staff prépa physique, où maintenant, on est régulièrement 3, 4, jusqu'à 6 en top 14. Mais là, même, j'étais agréablement surpris, comme Bernard m'a dit, il y aura deux prépas avec toi, quoi. Que ce soit Johan sur les GPS et Julien sur la muscu et la réathlée. Et voilà, donc le but, moi, c'est de gérer un peu ce petit staff et d'être vraiment à l'écoute du staff sportif et de faire le lien avec tout le monde. Alors justement, votre métier mêle sciences du sport, analyse, préparation physique, motivation, gestion humaine, peut-être d'autres choses que j'oublie. Quelle est selon vous la part la plus importante? Mais la part la plus importante, parce que là, en fait, c'est une sorte de managérat des joueurs, c'est-à-dire être à l'écoute des joueurs dès le matin quand on fait les séances de préhab en salle avant de démarrer la journée. C'est sur deux, trois questions, deux, trois observations, voir comment il se sent et après faire remonter les infos au niveau de la cellule prépa et après au niveau de la cellule technique pour amener au mieux le joueur au quotidien et pour l'amener au mieux sur la fin de semaine, sur la performance du match. Alors, justement, y a-t-il eu des joueurs qui sont venus vous voir, j'ai des joueurs qui sentaient qu'ils pouvaient performer, mais qui n'y arrivaient pas, et qui sont venus d'eux-mêmes vous voir afin que vous les fassiez progresser? Oui, après ça arrive, effectivement. Il y a des joueurs qui sont plus impliqués dans leur physique. Ils s'intéressent, on va dire, beaucoup à toutes ces nouvelles méthodologies. Donc ils posent des questions, on essaie de les orienter. Mais ça a toujours été. Et technologie ou pas, il y a quelques années. Et d'autres qui suivent l'entraînement. Il y a muscu, bon, on va faire la muscu. Il y a terrain, on fait. Mais d'autres qui demandent pourquoi on fait la muscu. Je dis un exemple, pourquoi on fait la muscu quand il y a la séance de mêlée, on fait la muscu des jambes avant les mêlées. Pourquoi? Par exemple, parce que ça permet d'être chaud, comme ça on sort, et derrière, il y a une phase de transfert, et des choses comme ça. Mais après, c'est plus individuel. Mais effectivement, il y a des demandes, et surtout venant, mais pas forcément, oui, c'est vrai, pas forcément des jeunes, il y a même des plus expérimentés qui me disent, tiens, j'aimerais que tu me fasses encore évoluer sur les qualités de vitesse. Donc c'est intéressant qu'il y ait cet échange. Alors dans votre approche, comment conjuguez-vous les exigences de performance et la prévention des blessures? Et là, c'est un gros travail de communication et d'échange avec le staff en général, le staff sportif, où il faut gérer les charges d'entraînement, enfin les targets qu'on donne en données GPS sur la semaine. Ça, c'est important pour préparer le joueur à être performant. Et après, il faut aussi gérer ses temps de jeu, parce que sur une saison à plus de 28 matchs, il peut y en avoir énormément des matchs, donc c'est pas possible que le joueur ait des pics de forme à l'année. Donc il faut réussir à gérer avec ce jeu des blessures, malheureusement, dans un sport qui reste un sport de combat et de contact. Il y a des blessures qu'on peut pas forcément trop éviter, hein, dès qu'il y a des lésions, des traumas, voilà, même si c'est des petites lésions. Mais donc, il faut gérer son effectif. C'est pour ça qu'un club de rugby, il a plus de 40 joueurs à sa disposition. Tous les postes sont doublés, voire triplés, parce qu'on a besoin de cette rotation. A-t-on besoin de connaissances médicales pour exercer ce métier? De connaissances médicales, oui. Alors, enfin, moi, en plus, j'ai un profil, parce qu'à travers toute mon expérience dans le rugby, j'ai aussi eu un passage au CERS de Cabreton, c'est le centre de rééducation du sportif, où j'ai fait 8 années là-bas.
Et donc, à travers mon passage là-bas, j'ai forcément des notions, parce que je travaillais en forte collaboration avec les kinés et les médecins de ce centre, où il y a 4 médecins à temps complet, il y a plus de 30 kinés. Donc oui, c'est quelque chose qui m'a fait progresser dans la connaissance des lésions, les délais de reprise et la gestion du blessé, aussi bien physique que mental, parce que c'est vrai que c'est une partie qui est importante quand le joueur est blessé, surtout quand il ne l'a pas trop connu. Sur des blessures de longue durée, l'accompagnement est important, pas seulement sur le physique, c'est l'accompagner mentalement. Alors, on voit aussi les autres sports mettre en place des règles diététiques draconiennes pour avoir les meilleurs résultats possibles. Pratiquement tous les sportifs de haut niveau dans les autres sports sont véganes ou pratiquement véganes. Et selon votre expérience, qu'en est-il du rugby en général et du rugby à Carcassonne en particulier? Mais ça a évolué aussi. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré dans ce métier, il y avait encore des piliers typiques, on va dire, où c'était, on peut le dire, c'était le rugby cassoulet un peu, quoi, hein. Entre midi et deux, on avait des repas qui n'étaient pas forcément qui n'étaient pas établis par un nutritionniste, contrairement à maintenant, ou même, pour parler concrètement à l'USEC, où on mange tous les midis ensemble, où le repas est sans tomber dans les excès, mais c'est quelque chose qui est assez simple mais sain. Je veux dire, c'est de la viande blanche avec des féculents, l'apport nécessaire aux sportifs de haut niveau pour enchaîner les entraînements et la récupération, et éviter tout ce qui est produit trop gras, même si voilà, il faut quand même, on n'est pas non plus dans les excès, mais c'est quelque chose qui a été initié chez le joueur, et même le joueur maintenant est demandeur. Même on a des joueurs qui nous demandent des orientations en apport protéiné, en apport, ou même des types de menus pour se sentir bien et pour perdre du poids ou pour s'affûter. Effectivement, ça fait aussi partie d'un autre créneau de la prépa physique d'avoir quelques notions de nutrition. Alors justement, on a vu dans les organigrammes de certains clubs de Pro D2 qu'ils avaient des diététiciens ou des nutritionnistes. Est-ce qu'on fait appel à eux ou est-ce qu'on fait en interne avec les connaissances qu'on a ou est-ce que c'est peut-être prévu pour le plus long terme? Après, ça c'est toujours pareil, c'est une question de budget. Quand vous avez un gros budget, vous pouvez vous engager avec un nutritionniste qui, lui, est vraiment son métier. Il va faire un bilan individuel avec des questionnements. Mais je pense, par exemple, en prenant un parallèle pour répondre à votre question, pas forcément lié au club, mais avec l'équipe nationale du Portugal, on avait une nutritionniste à temps complet qui nous a suivis pendant 4 mois pendant la Coupe du Monde. Et en fonction des séances, il y avait un gros échange avec elle et moi-même. En fonction des séances que j'avais prévues, on prévoyait un apport alimentaire pour que le joueur ne subisse pas, que tu tapes pas trop dans les réserves. Et je pense que ça a été un élément aussi déterminant dans la performance physique de nos internationaux à ce moment-là. Donc ça, je pense que ça fait aussi partie d'une étape à franchir et que certains clubs ont déjà franchi. Après, voilà, c'est toujours pareil. Quelles sont les priorités? Sans dénigrer la profession de nutritionniste, il y a beaucoup de choses à faire déjà dans un staff technique, dans un club mais quand il y a les moyens, c'est sûr que ça donne encore un plus à la performance. Alors, dans votre expérience, qu'est-ce qui différencie un joueur en forme d'un joueur prêt à performer au meilleur niveau? Est-ce que pour vous, il y a une différence? Parce que souvent, on entend les analystes et les préparateurs, quand on écoute les interviews d'après-match, etc., faire la nuance entre les deux. Alors la forme, pour moi la forme c'est le joueur qui peut enchaîner, par exemple un bloc de 6 matchs qui nous arrive là actuellement, c'est de pouvoir enchaîner ces 5-6 matchs. Là ça veut dire que le joueur est en forme. Après affûter, c'est toujours un terme qu'il faut nuancer parce que c'est c'est très, enfin, comment dire, c'est très pointu. Quand on arrive dans une grosse phase d'affûtage, on n'est pas loin on risque plus la blessure. Parce qu'on est vraiment au top, on n'a pas de moyen de... Voilà, donc il faut toujours jongler, il faut chercher ce pic de forme, il y a pas de souci. Mais moi, je suis plutôt amener un joueur à 90-95% de son potentiel sur une période donnée que de l'amener à 100%, mais derrière, on ne sait pas combien de temps il va le tenir, parce que on n'est pas loin du sur-régime ou du surentraînement. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut tenir compte et jouer sur l'équilibre. Alors, vous arrivez dans un groupe qui est déjà pas mal soudé, puisqu'il y a quand même eu pas mal de joueurs qui sont restés de la saison dernière. Comment crée-t-on rapidement une relation de confiance avec les joueurs quand on arrive comme ça dans un club?
Comme vous le disiez tout à l'heure, qui en plus a vécu l'expérience d'être champion ensemble. Voilà, bon, moi, j'ai pas partagé avec eux ce qu'ils ont pu partager cet été, à festoyer et à être reçus sur différentes réceptions. Mais en tout cas, non, mais c'est aussi un peu, enfin, je pense, je sais pas, sans vouloir me mettre trop en avant, j'aime pas trop ça, mais c'est une faculté qu'on a aussi, c'est ce qu'on dégage aussi. Et puis bon, moi, il y a aussi je pense, mon vécu qui fait que les garçons m'ont fait très rapidement confiance par rapport à mon CV et à mon expérience. Mais après, c'est aussi ce que vous dégagez et très vite. Et ça, c'est pas se forcer. Voilà, c'est juste être naturel. Et je pense que c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé. D'abord, j'ai eu une grosse phase d'observation parce que il y avait beaucoup d'informations à prendre parce que je connaissais absolument personne, ni du staff, ni du fonctionnement, parce qu'ils avaient quand même fonctionné ensemble pendant 7 mois avec ce titre. Donc c'est que ça a fonctionné, quoi. Ça a matché entre eux et les joueurs pareil. Donc c'était juste. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, ça m'a. Voilà, j'ai trouvé ma place, je pense. Alors justement, l'an dernier, l'USC a terminé la saison comme l'équipe la plus en forme de National 1. C'est un héritage fort. Comment on arrive à pérenniser ce genre de situation? Bernard nous dit qu'il va faire beaucoup de rotations, qu'il n'y aura pas forcément d'équipe type, mais du point de vue du directeur de la performance, comment on aborde... Mais oui, on aborde que. Enfin, moi, voilà, c'est des choses que j'ai l'habitude de mettre en place dès les intersaisons. Donc, c'est établir une charge de travail progressive et puis surtout connaître la division, chose que, enfin, la Pro D2, pour l'avoir vécu encore récemment l'an dernier, et plus avec l'expérience précédente, plus le top 14, je connais le niveau du joueur par poste, les besoins sur un match. Donc en fonction de ça, j'ai établi une charge de travail dans tous les paramètres, que ce soit la vitesse, le high speed running, les accélérations, qui font que c'est ce qui vous permet de faire des différences sur des matchs. Donc ça, on l'a construit et puis on a été un peu dans la continuité effectivement de cet effectif qui a fini fort l'an dernier. Moi, j'avais été c'est marrant parce que j'avais été les voir, c'est une anecdote, mais les voir jouer 2 fois les 2 matchs à Narbonne, j'étais en tribune pour, voilà, je voulais voir un peu, c'était l'occasion, j'étais un peu le voisin et puis voir Meadji aussi au bord du terrain, voilà, donc j'avais déjà vu qu'il y avait un certain potentiel sans savoir que j'allais finalement travailler avec eux. Ah, quand Bernard sort une composition d'équipe, est-ce que vous avez votre mot à dire sur cette composition au niveau physique des joueurs? Alors, avec Bernard, on apprend encore à se connaître et c'est normal. Il a son fonctionnement depuis des années, une grosse expérience de coaching, en travaillant aussi dans des gros clubs. Donc, pour le moment, pas, voilà, je lui fais passer des messages, mais voilà, c'est lui forcément qui prendra la décision finale. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé avec des coachs avec qui j'ai bossé, que ce soit Patrice Lagisquet, mais à travers des années de pratique, de confiance, où il me demandait, après il en faisait ce qu'il voulait, mais bon, je pense que Bernard, ça va arriver aussi. C'est juste voilà, c'est apprendre à travailler ensemble, mais de toute façon, il le voit que s'il y a un besoin d'échanger, voilà, je suis à la dispo du staff et de l'équipe surtout. Alors, on s'était habitué au travail des joueurs en intersaison avec le travail de Jérémy Mial, votre prédécesseur. Comment, quand on arrive comme ça dans un nouveau club, comment on gère le passé de son prédécesseur? Qu'est-ce que vous avez trouvé à améliorer? Qu'est-ce que vous avez trouvé que vous vouliez garder? Ou est-ce que vous avez une approche totalement différente? Pardon. Mais non, en fait, comme je vous l'ai dit, moi, ça s'est fait mon arrivée s'est faite très rapide, donc j'ai pas été, comment dire, à l'initiation de la planification de cette intersaison, au moins le premier cycle de 3 4 semaines, parce qu'il avait été mis en place par mon prédécesseur, par le staff actuel. Bernard l'avait validé, donc moi je suis arrivé et on l'a fait. Et après, à la demande de Bernard, il m'a dit tu observes les 3 premières semaines, tu me fais un retour, et c'est ce qu'on a fait. À la fin du premier bloc, on a fait un feedback. Et là, il m'a demandé qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu. Donc, à travers mon expérience, les échanges qu'on a eus, on a un peu modifié des choses, mais pas de manière voilà, mais voilà, j'ai amené entre guillemets ma petite touche et un peu. Et puis là,
je pense qu'on a trouvé un peu notre semaine type, comme on appelle ça, et d'autant plus facilement quand c'est les périodes de match, quoi. Alors, vous m'amenez la question suivante. Pouvez-vous nous décrire une semaine de travail type en période de pré-saison? De pré-saison. Oui, de prépa d'avant-saison. Ouais. Mais là, c'était des grosses semaines où on travaillait 2 jours forts, un jour le mercredi de récup et on refinissait par 2 jours forts. C'était à peu près l'équilibre. Donc c'était basé beaucoup sur du rugby intégré, du physique intégré avec ballon. Ça, je trouve que c'est à la demande aussi de Bernard et là, on était d'accord sur ça. C'est que les joueurs faisaient du physique, mais ils s'en rendaient pas forcément compte parce qu'on essayait d'amener du jeu, quoi. Mais bon, malgré ça, par rapport au target qu'on recherchait, il y avait quand même des fois une nécessité de faire des séances de course extra pour atteindre les objectifs de séance ou de fin de semaine. Donc ça, c'était à peu près une semaine type avec intégré là-dedans 3 ou 4 séances de musculation, plus des séances de technique de course. Enfin voilà, c'était des semaines bien chargées. Quand les joueurs s'échauffent 1 heure et demie avant le match, est-ce que vous pensez que votre boulot est terminé ou est-ce que vous avez encore du travail à faire juste avant le match? Non, là, le jour du match, ça leur appartient. Là, on est là à leur service. S'ils ont un besoin particulier sur une phase d'échauffement particulière. Mais et pour ça, il y a tout le staff technique qui est sur le terrain. Et s'il y a un besoin de travailler un peu un travail spécifique avec la mêlée, avec Momo par exemple, ou Meadji lui s'occupe plus des skills avec la charnière. Moi, je fais quelques gammes athlétiques avec des besoins. Enfin voilà, après, c'est plus à la demande. On est à leur service et ils ont leur routine. Il ne faut pas trop les perturber avant le match. Alors, on le voit puisqu'il y a encore des joueurs qui ne sont pas encore arrivés, notamment notre nouveau numéro 9 qui joue avec l'équipe nationale des Tonga. Comment gère-t-on l'arrivée progressive des joueurs et sans déséquilibrer le groupe? Est-ce qu'il y a un programme particulier pour rattraper le rythme des autres? Et est-ce plus difficile pour eux physiquement ou mentalement? Alors là, sur la gestion de ce type de joueurs, notamment les internationaux, mais là, je suis en contact avec le prépa physique du Tonga en direct. Et donc lui, il m'envoie les charges de travail actuelles que le joueur effectue, ainsi que les données de match. Donc ça me permet déjà de voir où il se situe. Et après, au moment où il va arriver, on va faire déjà un check médical, savoir si tout est OK. Et puis nous aussi au niveau physique. Et après, sur un profil comme ça, quand il sort de match de prépa Coupe du Monde, enfin de qualif de Coupe du Monde, ils sont prêts, hein. Normalement, il va être prêt. Après, c'est juste gérer la petite période de transition entre les voyages, en fonction d'où il vient, s'il est fatigué. Mais après, en soi, c'est le remettre progressivement en charge, mais en 15 jours, une semaine adaptée. La deuxième semaine, il devrait être potentiellement apte à matcher. Est-ce que vous avez adapté la préparation en fonction des profils des joueurs, les anciens, les nouveaux, les jeunes, les plus expérimentés? Comment ça se passe? Ben là, effectivement, c'est au départ pas forcément parce que je ne connaissais pas trop l'effectif. Mais là, après avoir bien évalué un peu les profils, effectivement, là, je suis parti sur la gestion un peu différente, notamment sur mon travail en salle, en musculation, où j'adapte en fonction de l'âge les séances et sur le terrain aussi, ou en charge de travail, où il y a quelques rotations qui se font plus souvent qu'un jeune joueur. Et comment dosez-vous l'intensité pour que les joueurs arrivent en forme au bon moment pendant toute la saison sur la durée? Parce qu'il y en a qui récupèrent plus vite que d'autres, peut-être. Oui, mais ça va être En fait, dans cette Pro D2, c'est la différence qui se fait à ce niveau-là, je pense. C'est que c'est quand même on appelle, bon, c'est un peu le terme qu'utilisent les staffs, mais le marathon de la Pro D2, quoi. Mais après, il est relativement facile à planifier parce que c'est le calendrier aussi qui nous donne les périodes de repos. Là, on part sur un bloc de 6 matchs, après il y a une semaine off, enfin un week-end où il n'y a pas de match, après on repart sur 6 matchs, après les vacances de Noël, il y a 15 jours, chose qu'il n'y avait pas en top 14 par exemple, mais là en Pro D2 déjà on a 15 jours pour bien récupérer, qui correspondra à la moitié, au moins aux phases aller. Donc voilà, après ça c'est facile pour nous, prépa, de le planifier.
Après, au niveau purement de l'effectif, et là, c'est le jeu des rotations. Voilà, c'est ce qu'on a dit au préalable. C'est si on arrive à ne pas avoir beaucoup de blessés pendant la saison et à avoir un effectif large et qui permet aux coachs de faire les feuilles de match qu'ils veulent, ça facilitera le travail de tout le monde et d'amener l'équipe à être la plus performante le plus longtemps possible. Alors, on en a un petit peu, on l'a évoqué tout à l'heure, mais comment votre rôle s'articule-t-il spécifiquement avec les entraîneurs, justement, avec Bernard, avec Miyagi et avec les autres? Mais c'est cet échange en fait, c'est vraiment il y a des réunions quotidiennes de staff et tous les matins et on fait le point et moi je fais un retour en fin de journée ou le lendemain d'une séance avec les données GPS au staff technique en leur disant un tel il est entre guillemets en sous-entraînement, lui il est bien, enfin lui attention il faut le gérer, il est en reprise parce qu'il arrive de blessure et donc c'est cet équilibre et ce rapport que je fais au quotidien au staff technique qui nous amènera j'espère à avoir cet effectif complet le plus longtemps possible. Et c'est une question que se posent souvent les supporters, parce que justement, ils n'ont pas toujours l'occasion de pénétrer comme vous nous permettez de le faire à l'intérieur de l'équipe. Est-ce que les dirigeants, des fois, interviennent dans vos orientations, dans vos priorités, ou est-ce qu'ils laissent le sportif tranquille et indépendant? Là, moi, en tout cas, me concernant, moi, j'ai jamais eu affaire aux dirigeants. Ça, c'est plus le rôle du head coach de gérer un peu ses relations avec la direction. Mais voilà, après, moi, personnellement, je suis concentré sur le sportif et je rends mes comptes à mon patron, quoi. Et le patron du sportif, C'est Bernard. c'est Bernard, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Euh, Alors, on a vu pendant la phase de préparation qu'il y avait du physique et qu'il y avait aussi de la cohésion. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce travail de cohésion que vous faites avec les joueurs? Et parce que c'est un sport de combat collectif, en fait. Donc il faut être prêt notamment par exemple sur ces phases de mêlée, ces mauls ou les avants. Enfin, je pense surtout à eux parce que c'est quand même un poste. C'est pas évident de jouer devant là. C'est des postes rudes et c'est essayer de créer cette dynamique et à travers ou des activités comme on a fait un rafting. Lors du stage à Matemal cet été. C'est des petits moments comme ça qui ont toujours été dans le rugby et qui existeront toujours, je pense, parce que voilà, ça permet de se retrouver en dehors des terrains et de voir un peu, d'apprendre à se connaître. Peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus émotif quand il y a un stress lié à une cascade en kayak, l'autre il va être là pour l'accompagner. Donc c'est un peu observer comment ils se gèrent entre eux et comment ils se coordonnent. Y a-t-il des postes que vous surveillez plus spécialement au niveau du physique? Je pense surtout au pilier où c'est un poste relativement dangereux, entre guillemets. Mais complètement là, comme vous le suivez le rugby, c'est ces fameux, enfin, ces commotions quoi, où il faut être très très vigilant maintenant. Donc il y a un gros travail qui est fait pratiquement au quotidien avec ces premières, enfin le 5 de devant, les premières et deuxième lignes sur le travail de renforcement des cervicales qu'on fait avec Momo là régulièrement en salle et qui s'étend aussi à tous les joueurs, hein, même aux trois quarts, pour éviter, je ne dis pas que ça va éviter une commotion, mais ça va peut-être la réduire, le fait que le coup soit renforcé pour amortir un peu le choc. Donc c'est ce travail-là qui est fait effectivement sur les piliers. Et après c'est des exercices un peu plus spécifiques par poste. Par exemple, un trois quarts où on lui demande de courir à haute intensité, à grande vitesse. C'est tout le travail de renfort de la chaîne postérieure pour éviter autant que possible des lésions musculaires et des choses comme ça. Ouais. En tant que préparateur physique, pensez-vous que le port du casque peut être rendu obligatoire? Ça, c'est un gros débat. Je n'ai pas trop d'opinion là-dessus. Après, je sais qu'il y en a certains, ça les gêne. Et au niveau, je sais pas, ça les gêne au niveau périphérique, au niveau vision, écoute. Donc ils sont pas friands. Moi je me souviens d'une image, c'est Serge Betsen qui
prenait beaucoup de KO et qui s'est mis à jouer systématiquement avec le casque. Finalement, après, il l'a enlevé parce que ça le gênait. Enfin, je crois que c'est plus personnel. De là à être obligatoire, je pense que ça va être difficile quand même. Comment intègre-t-on des leviers de motivation dans la préparation physique? Est-ce que les coachs, d'habitude, travaillent avec, enfin, d'habitude, d'après ce qu'on a pu entendre dire, intègrent des leviers de motivation dans le travail de la préparation physique? Comment on arrive à intégrer ça? Et après, c'est intégrer, enfin, amener de différentes manières le joueur en forme à travers peut-être plus de jeux, amener des situations différentes dans l'organisation des semaines aussi. Et voilà, la motivation, il faut essayer effectivement, il ne faut pas tomber dans une routine. Et donc pour ça, on essaie de modifier un peu les types de semaines ou les types de journées. Et puis c'est nous, le staff, qui doit amener cette énergie. Donc c'est vrai qu'on a besoin quand on arrive le matin au stade, c'est d'être le plus frais et dispo possible pour dégager cette énergie qui, je pense, elle se transmet forcément à l'effectif. Alors, comment faites-vous pour qu'une préparation exigeante rende, et c'est peut-être un paradoxe, les semaines de match plus faciles à vivre pour les joueurs? On entend beaucoup Ouais. les préparateurs. Moi, j'avais entendu récemment dans une interview d'un préparateur d'Oyonnax cet été, qui disait que voilà, un des objectifs qu'ils essayaient d'atteindre avec la prépa, c'était que le match soit moins difficile. C'est Oui, peut-être. oui, oui, oui. Bon, ça, c'est des grandes théories. Après, moi, comme je vous ai dit au début, c'est que en fait, il faut partir d'une analyse de la tâche, comme on dit. C'est un peu professorat ce que je dis, mais c'est ça. C'est voilà, quels sont les besoins du joueur de rugby le vendredi soir pour la Pro D2 sur le terrain ce jour-là. Donc, il a besoin de temps d'accès, de temps de distance en high speed running. Et donc, c'est l'amener pour qu'il puisse être, que ça ne soit pas un facteur limitant au moment du match. Donc ça, on le prépare dans la semaine pour ça. C'est pas vouloir en faire plus ou moins, c'est le minimum, enfin le minimum. Oui, ce qui lui permet, ce qui lui est utile, pardon, tout simplement. On va pas chercher un pilier à ce qu'il devienne un sprinter. Le pilier, il faut qu'il pousse en mêlée, il faut qu'il lifte le sauteur et il faut qu'il soit explosif sur 5 mètres. Il n'y a pas besoin de faire des sprints de 100 mètres à la Usain Bolt, le pilier. Voilà, il ne faut pas non plus vendre n'importe quoi. On adapte l'analyse de la tâche et du poste. Alors, c'est une question qu'on a déjà posée à Bernard, mais qui intéresse beaucoup les supporters. Que représentent pour vous les matchs amicaux ou les matchs de préparation dans le processus de mise en forme du joueur? Mais ils font partie, voilà, exactement, ils font partie du processus de préparation. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça devienne un objectif. C'est-à-dire, nous, par exemple, concrètement, les 2 matchs qu'on a joués cet été, on a défini qu'on n'allait pas, entre guillemets, les préparer comme on préparait un match actuellement. C'est-à-dire, la veille, on s'entraînait. On ne faisait pas une mise en place hyper légère. Et l'avant-veille, on s'entraînait aussi. Tandis que là, l'avant-veille, on est en repos. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout la. Nous, on utilisait, enfin personnellement, dans les métriques, on utilisait la charge qu'allait potentiellement arriver sur ce match amical sur la construction de la semaine. Donc on ne tenait pas compte de la fraîcheur du joueur ou pas. C'était une partie, c'était du travail spécifique tout simplement. On intègre le match amical comme une séance spécifique de l'activité. Donc c'était pas. Donc c'est pour ça que des fois il faut se méfier des résultats des matchs amicaux parce que on ne sait pas comment les équipes. D'autres équipes les préparent un peu plus. Mais nous, c'était pas du tout l'objectif. Il y a des équipes qui vont gagner leurs 3 ou 4 matchs amicaux et puis les matchs officiels, rien. Et inversement, pareil. Tout dépend comment ils sont préparés. Hein. Alors, la préparation d'intersaison est terminée puisqu'on a déjà joué le premier match. Quels objectifs et quels résultats pensez-vous avoir atteints pendant cette préparation? Mais voilà, c'est amener ce groupe à être comment dire, le plus performant possible sur ce bloc et surtout d'amener le maximum de joueurs à la disposition du staff technique pour qu'ils aient le choix et qu'ils se cassent bien la tête à constituer leur 23, leur feuille de match. C'est l'objectif du staff prépa physique, c'est de donner
le maximum de joueurs disponibles. Et après, c'est le choix des entraîneurs en fonction des profils, de l'équipe qu'on rencontre. Et ça, si on en arrive là, c'est qu'on a réussi notre intersaison au niveau de la prépa physique. Après le match d'Aurillac, en tant que préparateur physique, est-ce que vous pouvez tirer des conséquences de ce match au niveau physique des joueurs, aux préparations? Mais oui, là, je pense qu'on a prouvé qu'on était sur le physique, on était enfin, compétitif. Il y a des faits de match qui ont fait que, bon, effectivement, on n'a pas. Si c'était aussi facile que ça d'être en forme et de gagner, ou de ne pas être en forme et de perdre, ou l'inversement, ça serait facile. Mais non, mais je pense que les joueurs ont pris conscience qu'à ce niveau-là, ils étaient prêts. Et que voilà, maintenant il y a des réglages à faire. Et puis en plus, c'était la même chose pour nos amis aurillacois, mais on s'est retrouvé dans des conditions météo. On sortait d'un été caniculaire où on a les terrains, le ballon était sec, on va dire, et là on se retrouve sous des déluges d'eau, même si ça n'explique pas la condition physique. Mais voilà, mais je pense que les gars vont monter en puissance sur ce bloc. Et cette semaine d'ailleurs, ils ont fait, j'ai trouvé intéressant ce qu'ils ont produit déjà. Alors, quels sont les indicateurs qui vous permettent de savoir ou de dire que la préparation a été réussie? Et c'est la capacité du joueur à enchaîner les entraînements et puis à bien récupérer. C'est-à-dire quand vous lui donnez un jour off et qu'il revient 24 heures après et il est plein d'énergie par rapport à l'entraînement qu'on a prévu, c'est que voilà, son organisme s'est adapté à cette. Parce que c'est vrai que peut-être je ne connais pas exactement les procédures précédentes, mais en tout cas, moi, il y a quand même une forte charge de travail qui est demandée sur les jours d'entraînement. Donc ça en a surpris quelques-uns au début, mais maintenant j'ai vu des gars très bien progresser et puis bien s'adapter à ça. Quel message aimeriez-vous adresser aux supporters qui vont vous découvrir et découvrir votre travail cette saison? Mais mon travail, c'est le travail en fait, quel que soit le travail qu'on fournit dans ce métier, c'est le rectangle vert qui donne sa vérité, quoi. Malheureusement, enfin, ça a toujours été. Si ça gagne, c'est qu'on était prêt physiquement et inversement aussi. Mais bon, après, voilà, c'est pas forcément aussi simple que ça. Mais ce que je veux dire comme message, c'est que on a des garçons qui seront compétitifs et qu'il n'y a pas de raison que l'USEC ne fasse pas une belle saison parce qu'elle a le niveau de cette division, de cette Pro D2. Et il faut simplement que tout le monde en prenne conscience, prenne confiance et puis se lâche un peu, tout simplement. Joue son rugby, comme c'est un peu le message qu'a fait passer Bernard toute la semaine. On a des certitudes, maintenant il faut y aller, quoi. On est prêt, on a bossé et on continuera à bosser pour ça. Merci Parfait. beaucoup.